Alexander, Catherine, merci d'être avec nous ce matin. C'est toujours un plaisir de vous accueillir sur la scène de la Trust Valley et de suivre l'évolution de vos métiers respectifs. Et je dois dire que c'est toujours aussi très intéressant de voir au quotidien, parce qu'on travaille à l'année ensemble, la cohésion que vous avez entre vous deux. Et je pense que c'est aussi ce qui fait la facilité, en tout cas pour nous en tant qu'écosystème, de pouvoir travailler avec les deux cantons en même temps. Alors Catherine, les cantons de Genève, Vaud, Valais, Fribourg, et Neuchâtel, Tessin et Jura, tout ça, ont décidé de lancer une action concertée sous l'égide de la Conférence latine des directeurs du numérique. Vous avez mandaté des études autour de la souveraineté numérique et du cloud souverain. Ces études ont été publiées en mai de cette année et elles ont été transmises à la Confédération avec l'espoir qu'elles feront évoluer les réflexions politiques à ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et puis surtout, ce qui nous intéresse, je pense aujourd'hui, c'est les résultats des études. Oui, volontiers. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être là aussi. Effectivement, je pense que l'année passée, on avait évoqué ces études qui étaient en cours de réalisation. C'est un travail de longue haleine qui a duré pratiquement 2 ans entre ces cantons latins, effectivement, qui sont regroupés. Et puis ça, c'est vraiment intéressant au sein d'une conférence politique sectorielle sur les enjeux du numérique. Donc oui, on a traité ce thème de la souveraineté numérique en mandatant 3 études différentes. L'idée, c'était vraiment d'avoir une vision multiple, interdisciplinaire sur cette question-là, d'en faire aussi un thème politique plutôt que technique. Et ces 3 études, elles sont disponibles, alors elles sont ouvertes sur le site www.cldn.ch, elles sont accessibles là. Qu'est-ce qu'elles nous apprennent, ces études? On a fait une première étude plutôt technique pour essayer de comprendre si un cloud souverain aujourd'hui en Suisse était faisable, s'il y avait une opportunité pour un cloud souverain. Cette première étude, elle nous dit grosso modo qu'on n'est pas souverain ou pas souverain. Il y a des gradations dans la souveraineté, il y a des niveaux de souveraineté qu'on va vouloir atteindre selon les situations, selon les données qui sont traitées, etc. Une deuxième étude plutôt juridique, socio-économique, qui a été réalisée par des chercheurs de l'Université de Genève, qui nous a permis de poser une définition de la souveraineté numérique, ce qui est déjà un exercice en soi. Alors, je l'ai noté pour vous la dire correctement. La souveraineté numérique, dans cette étude-là, elle est considérée comme la capacité des autorités à maintenir leur autonomie stratégique, soit utiliser et contrôler de manière autonome les biens matériels et immatériels et les services numériques qui impactent l'économie, la société et la démocratie. Voilà, ça a posé cette définition. Dans cette étude-là, on a aussi considéré le cas particulier de la Suisse, parce qu'on sait que la question de la souveraineté dans le contexte fédéral, c'est aussi un enjeu. Ça a permis d'adresser aussi cette question-là. Et puis finalement, pour conclure ce travail, on a soumis ces 2 études à un chercheur en éthique, Johan Rochel du bureau Ethics à Zurich, qui a posé le regard de l'éthicien finalement sur cette question du cloud souverain, et qui a essayé de répondre à la question qu'est-ce qu'un bon canton, au sens éthique du terme, un canton juste, doit faire quand il décide d'utiliser soit des infrastructures dans le cloud, soit des services dans le cloud. Et puis ça nous a donné un certain nombre de pistes. Sur la base de ces 3 études, les délégués au numérique et les CIO des cantons concernés, enfin des cantons qui constituent cette CLDN, se sont regroupés pour travailler et élaborer un certain nombre de principes qui ont ensuite été adoptés par les gouvernements des différents cantons. Et puis sur cette base-là, et puis dans le courant de ce travail, on a eu des premiers contacts avec la Confédération, en particulier avec l'Office fédéral de l'informatique et des télécommunications, qui est en train de remplacer son cloud actuel par un nouveau projet qui s'appelle le Swiss Government Cloud, qui se constitue sur 3 piliers. Et puis on a commencé à discuter avec eux, et tout ça s'est conclu par un courrier qui est parti des cantons latins à l'intention de Madame Karine Keller-Souter, qui est en charge de l'OFIT, pour proposer une collaboration entre les cantons, la Confédération sur cette thématique du cloud, voir si d'une manière ou d'une autre les cantons pourraient intégrer ce projet, ce Swiss Government Cloud. Voilà, ça c'est les pistes. Il y a des premiers échanges qui ont été aussi amenés avec la Confédération. On se rend compte que c'est un sujet... C'est un sujet important, c'est un sujet pas simple, qu'on ne peut pas traiter finalement à l'échelle cantonale. C'est pour ça qu'on travaille aussi maintenant, on se rapproche avec
Alexander de l'administration numérique suite, cette nouvelle organisation tripartite qui a posé une ambition claire autour du cloud en tant qu'enjeu pour les administrations et les collectivités publiques. Et puis on essaye de voir là quels sont les projets qu'on va pouvoir déposer entre cantons avec la Confédération pour avancer sur cette thématique. Administration tripartite. Une organisation tripartite, confédération, canton, commune, qui existe depuis 2 ans maintenant, dont le but est d'optimiser le pilotage de la numérisation des administrations. D'accord. Effectivement, c'est intéressant de voir par rapport à l'année dernière, les discussions qu'on avait où vous alliez chercher un peu les informations, essayer de voir comment vous alliez pouvoir modéliser. Ce que je trouve très intéressant, c'est que vous rentrez dans la matière de questions très épineuses. Parce que la souveraineté numérique, on voit que dès qu'on en parle, ça soulève énormément de questions du côté du citoyen et du secteur privé également. Et c'est des questions qui sont quand même complexes à prendre en charge. Donc cette première définition aussi, qui parle plus d'autonomie stratégique finalement, je la trouve vraiment intéressante. On va le voir aussi avec le professeur Métil qui va venir juste après. On commence à travailler ces thématiques-là et à donner des guidelines, des modèles de fonctionnement pour tout le monde finalement, le secteur privé et le secteur public. Alexander, oui. Lénique, si tu me permets, oui, bien sûr. De réagir sur ce point de la souveraineté numérique, la définition qui a été proposée dans le cadre de ces études, qui a été adoptée derrière par l'ensemble des conseils d'État des cantons concernés, présente la question de l'autonomie stratégique, pas uniquement de l'État, du canton en tant qu'administration, qu'organisation, si on le veut bien, mais vraiment cette perspective de la souveraineté numérique, de l'autonomie stratégique des acteurs, de l'économie également, et puis dans une perspective de démocratie et donc de société. Donc vraiment un spectre très large. Effectivement, c'est ce que je trouve extrêmement intéressant aujourd'hui parce que ça va nous permettre de piloter derrière, d'avoir au-delà de la vision et de la définition, de pouvoir créer des projets qui vont être dans une ligne claire. Nous, c'est ce dont on a besoin aussi en tant que PPP pour nos startups. Quand on crée une société, ben ça part de là. Donc Alexander, en juin de cette année, les Genevois ont accepté à près de 95%, ce qui est incroyable, d'inscrire dans la constitution cantonale le droit à l'intégrité numérique. C'est une première en Suisse, évidemment, c'est une première mondiale. En fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire, cette intégrité numérique, parce que c'est technique? Merci beaucoup Lénique, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir rencontrer l'écosystème à l'occasion de cet événement annuel. C'est effectivement une question technique, on avait eu l'occasion d'en parler l'année dernière, c'est une question peut-être très juridique finalement. Je crois que l'essentiel, ce qu'il faut retenir de ce droit fondamental à l'intégrité numérique, c'est un signal politique. C'est le signal d'une modification constitutionnelle le plus fort finalement qu'un Parlement puis la population peut donner. Et à près de 95%, à près de 94%, c'est un message qui est très très clair, un mandat qui est donné à l'État de garantir ce droit à l'intégrité numérique. Alors c'est une innovation juridique également, c'est une innovation juridique qui émerge à Genève, qui est inscrite dans la Constitution maintenant, qui est inscrite dans le projet de constitution du canton du Valais, qui est en discussion dans les parlements cantonaux de tout un ensemble de cantons romans, dont le canton de Vaud d'ailleurs. Donc c'est quelque chose qu'on va construire, nous, de façon très concrète à Genève. Ce qu'on est en train de faire désormais, c'est de passer en revue l'ensemble de nos lois cantonales pour nous assurer qu'il y a une cohérence avec ce droit à l'intégrité numérique, de voir s'il y a des adaptations nécessaires à faire au niveau des lois cantonales. Un nouveau droit fondamental, si on pense au droit à l'intégrité physique, à l'intégrité psychique, se concrétise dans le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas du jour au lendemain, bim, c'est bon, intégrité numérique. On est vraiment sur un marathon plus que sur un sprint qui va se concrétiser aussi par la jurisprudence, c'est-à-dire par des gens qui vont finalement revendiquer ce droit à l'intégrité numérique face à l'État, aux acteurs publics à Genève. Et puis ce signal politique, je crois qu'il faut le relever aussi, c'est un signal politique de la population à l'attention aussi des acteurs de l'écosystème, des acteurs de l'économie à Genève, de dire pour nous, notre intégrité numérique, elle est importante. C'est une opportunité aussi pour les acteurs de l'économie de la confiance dans la salle. Vous avez entendu un message clair au mois de juin de la part des Genevoises et des Genevois. On a besoin de solutions qui permettent de défendre notre intégrité numérique. Mais en fait, quel va être l'impact, concrètement, quel va être l'impact sur les citoyens et les entreprises ?
Alors très concrètement, ce droit à l'intégrité numérique, il est décliné par un ensemble de sous-droits, notamment le droit à une vie hors ligne, c'est-à-dire que vous avez le droit à Genève de vous adresser à l'administration cantonale par un canal autre que le canal numérique. Ça, c'est du très tangible qui est inscrit d'ailleurs dans la loi. L'article constitutionnel contient également des intentions politiques qui sont plus larges et sur lesquelles l'État va devoir renforcer ses actions. L'une, c'est la question de l'inclusion numérique, c'est-à-dire de s'assurer qu'on ne laisse personne finalement à côté du chemin dans une société qui vit une transition numérique accélérée. La conseillère d'État Delphine Bachmann a mentionné tout à l'heure de façon assez explicite la question des IA génératives et notamment le déploiement accéléré dans nos sociétés de ChatGPT qui est utilisé de plus en plus par des publics qu'on n'attendait peut-être pas sur ce type d'outils, ne fût-ce qu'il y a une année. Et donc là-dessus, l'État a une responsabilité particulière en matière d'inclusion numérique avec l'ensemble des partenaires qui sont peut-être parfois plus proches de la population, peut-être plus proches du terrain. La question de la souveraineté numérique également qu'évoquait Catherine tout à l'heure, eh bien désormais elle est inscrite dans la Constitution cantonale genevoise. L'alinéa 4 de ce nouvel article 20A de notre Constitution cantonale indique que l'État de Genève désormais doit s'engager en faveur de la souveraineté numérique. Alors la souveraineté numérique de la Suisse, pas du canton, donc ça je vous rassure, on n'a pas fait une spécificité cantonale trop grande, et puis s'engage à contribuer à la réalisation de cette souveraineté numérique. Donc là, un mandat constitutionnel très clair également. Et puis, sur le plan pratico-pratique, un nouveau droit fondamental pour la population, c'est un droit que vous pouvez faire valoir. Et donc ça, sur le très concret, dès aujourd'hui, les Genevoises et les Genevois peuvent faire valoir ce droit à l'intégrité numérique face à l'État. Excellent. Donc je vois que vous dépassez aussi les frontières cantonales. Dans le canton de Vaud, l'intégrité numérique, est-ce un sujet, Catherine ? C'est un thème, Alex l'a dit, il y a une initiative parlementaire qui a été déposée dans le canton il y a quelques mois, donc c'est encore en cours de traitement au niveau du Parlement. Ça sera certainement renvoyé au Conseil d'État dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Ce qui est intéressant pour le canton de Vaud, c'est qu'on arrive à un petit peu plus tard que le canton de Genève, mais on va pouvoir s'appuyer sur l'expérience genevoise avec une première définition de ce qu'est l'intégrité numérique. On a une deuxième définition du côté du Valais, parce que dans la nouvelle constitution qui va être soumise au peuple, je crois, l'année prochaine, il y a aussi une définition un peu différente de l'intégrité numérique. Donc voilà, on va pouvoir construire sur ces expériences cantonales pour voir qu'est-ce que ça signifie dans le canton de Vaud, cette question de l'intégrité numérique, comment on souhaite la définir. C'est un peu de la musique d'avenir encore, mais on se réjouit d'attaquer le sujet. Je crois que ça bouge aussi un petit peu maintenant au niveau de la Suisse alémanique sur le sujet. Ça bouge un peu moins, un peu différemment. C'est intéressant de voir qu'on n'a pas forcément la même vision du numérique entre la Suisse latine ou romande et la Suisse alémanique. En Suisse alémanique, on voit le numérique, et c'est ce qu'il est aussi, comme un objet qui va permettre de travailler plus efficacement, plus vite, etc. Donc vraiment comme quelque chose qui va renforcer l'efficience. En Suisse romande et vraiment au sein de la conférence Lacine, on se rend compte que le numérique, finalement, c'est des enjeux politiques. Quand on parle d'inclusion, de fracture numérique aujourd'hui, quel est le rôle que l'État doit jouer dans ce contexte-là? Voilà, c'est une vision un peu différente du numérique qui fait que je pense que cette question d'un nouveau droit fondamental qui est l'intégrité numérique se pose plutôt d'abord en Suisse romande, comme la question de la souveraineté numérique qui est en train d'arriver aussi en Suisse alémanique, mais qui s'est d'abord posée de ce côté de la Sarine. Je me réjouis vraiment de suivre les développements et de voir effectivement qu'on puisse comparer aussi les visions pour pouvoir peut-être s'aligner ou en tout cas trouver des chemins de traverse pour pouvoir aussi avoir une unité à un moment au niveau suisse qui permettra d'envoyer un message clair au niveau international sur un positionnement dont je pense aujourd'hui on a vraiment besoin compte tenu de ce qui se passe au niveau géopolitique, etc. Catherine, j'aimerais vous entendre en fait sur vos préoccupations en termes de confiance numérique. Quelles sont-elles aujourd'hui ? Alors, pour nous, je pense qu'Alex l'a aussi dit, et puis c'est un thème dont on aimerait qu'il devienne un thème de la conférence latine des directrices et des directeurs du numérique, c'est vraiment cette question de la fracture numérique, de l'inclusion numérique. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire non plus, qui est concerné ou pas, ou dans quelles limites. Donc ce qu'on aimerait faire dans un premier temps, c'est de mieux comprendre
on travaille par exemple avec les statistiques sur cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire la fracture numérique aujourd'hui dans le canton de Vaud? Qui est concerné? Comment on l'adresse? On a parlé de la question de l'éducation tout à l'heure, effectivement, de la question du genre dans le numérique. C'est des questions qui se posent. C'est une des grandes thématiques et je pense que c'est là-dessus que la confiance numérique va aussi pouvoir se développer, parce qu'il faut comprendre quelque part ce qu'on fait et avec quels instruments on travaille pour avoir confiance. Toute la question du développement de la cyberadministration, donc du guichet en ligne, etc. Comment on développe aujourd'hui des services numériques, des administrations, des collectivités publiques qui soient inclusives, qui soient accessibles, etc. etc. Et puis du côté du canton de Vaud, on commence à aborder aussi la question du numérique responsable et je pense que ça va aussi participer au développement de la confiance numérique. Comment aujourd'hui on fait une transition numérique qui est importante parce que finalement elle nous facilite la vie dans beaucoup de choses, mais dans le même temps comment on fait en sorte que cette transition soit aussi durable. C'est des éléments qui sont pas simples parce qu'on sait aujourd'hui que les écrans, les machines ont un impact, il faut les construire, ça demande des ressources. Voilà, ça c'est 3 gros chantiers qu'on est en train de lancer, en plus du chantier, mais je pense qu'Alex en dira aussi quelques mots, de l'intelligence artificielle qui nous préoccupe évidemment beaucoup. Exactement, le temps vole ce matin, mais rapidement, j'aimerais vraiment vous entendre l'un et l'autre sur ce que nous avons tous au bout des lèvres, l'intelligence artificielle à Genève. Alors c'est un énorme sujet, je crois que ça a été évoqué en introduction dans la table ronde, dans les interventions politiques, c'est quelque chose qui est extrêmement présent. Dans l'immédiat, en tant qu'organisation, l'État a une responsabilité particulière, on doit travailler sur d'abord rappeler les règles qui sont en vigueur. Ce dont on se rend compte, c'est que ces types d'outils sont vraiment dans la main de tout le monde et donc les gens, naturellement, par gain de productivité, d'efficience, peuvent être tentés de s'en servir et donc de rappeler finalement un ensemble de règles simples, basiques, qui sont de dire d'abord, c'est très bien d'être curieux, il faut tester ce type d'outils-là, mais par contre se rappeler de quelques règles, alors l'ensemble du cadre légal qui s'applique à l'État, bien sûr, de ne pas mettre de données sensibles. Enfin, finalement, ce n'est pas un outil que l'on peut utiliser tel quel directement aujourd'hui, sauf dans certains cas très particuliers, en attendant qu'on se dote d'outils qui répondent pleinement à nos exigences. Donc ça, c'est un premier point sur l'IA générative. L'IA, bien sûr, ça fait, je pense que les personnes dans la salle, ça fait un certain temps qu'on en parle, qu'on suit ce dossier-là, au niveau de l'État également. Ce qui fait plaisir, c'est qu'on en parle depuis longtemps, puis là, c'est vraiment en train d'exploser. Donc, enfin, ça rentre dans le débat public par ailleurs. Ce qu'on doit penser, c'est au-delà des domaines particuliers de l'éducation, des systèmes d'information dans lesquels on traite ça dès aujourd'hui, c'est de façon globale. Comment est-ce qu'un canton, est-ce que notre pays aujourd'hui prend la mesure des enjeux liés à la transformation de notre société par le déploiement massif, exponentiel d'outils liés à l'intelligence artificielle? Quelle réponse on veut y apporter qui soit transversale entre les politiques publiques, qui soit cohérente pour la société? Donc ça, c'est quelque chose qu'on va attaquer à Genève sur le plan politique, sur le plan stratégique. Ça nécessite une transformation culturelle, une transformation des organisations, une transformation aussi des compétences, notamment des collègues à l'État. Des autres chantiers très très rapidement, on a le sujet de l'inclusion numérique avec les acteurs qui sont plus proches des gens, et c'est notamment les communes, c'est notamment les acteurs associatifs. La question de la Genève internationale qui est très présente aujourd'hui, on a le privilège quand même à Genève et donc dans la région, dans l'arc lémanique, d'avoir tout un ensemble d'acteurs. 50% des réglementations, des normes sur le monde numérique sont définies dans notre région. On a des experts présents sur le territoire qu'on peut raccrocher justement avec les acteurs de la Trust Valley. Un positionnement entre écosystèmes aussi, l'écosystème au sens large de la Genève internationale, de la Bruxelles qui réglemente aussi sur le plan européen avec des répercussions mondiales, avec d'autres systèmes peut-être plus tech, typiquement la Silicon Valley. Et puis enfin, le public qu'on se doit d'accompagner, je l'évoquais tout à l'heure, sur l'évolution de ces technologies et de ces déploiements dans la société. Et Catherine, l'intelligence artificielle? Alors, très rapidement, évidemment, c'est une question qui nous préoccupe. Il y a des interpellations qui sont maintenant déposées au Parlement, donc voilà, c'est une question qui préoccupe beaucoup de monde. On a lancé maintenant un groupe de travail interdépartemental donc qui va
qui est composé de représentants de l'ensemble des départements, des 7 départements de l'administration cantonale vaudoise. Le groupe est constitué, il va démarrer ses travaux dans les prochains mois. L'idée, c'est vraiment de comprendre quels sont les enjeux pour chaque département. Ce n'est pas forcément les mêmes enjeux dans tous les départements. Et puis, comment aujourd'hui on travaille de quels instruments on a besoin aujourd'hui pour que l'administration cantonale puisse profiter de cette opportunité qu'elle y a, tout en mitiguant les risques si nécessaire. On sait aujourd'hui qu'à terme, il y a des décisions qui seront prises certainement de matière automatisée par des IA. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que c'est acceptable? C'est à ce genre de questions-là que va répondre ce groupe de travail qui se réunit d'ici quelques semaines pour un premier échange. Excellent, voilà. Je me réjouis vraiment de vous entendre l'année prochaine pour savoir comment aura fonctionné la première année de ce groupe de travail. Alexander, Catherine, un grand merci d'être avec nous ce matin, de continuer la journée avec nous. Et puis, je repasse la parole à Laurence. Merci beaucoup.